si vous avez compris la réponse de la ministre, c'est que vous avez tort, en fait. Donc, vous voyez, on est sur souvent des... toute la transition, c'est toujours compliqué. On est avec des personnes qui veulent bien faire. Moi, je présente une idée qui est vieille de juste 40 siècles à peu près, hein, qui s'impose dans tous les pays chauds. Et donc, je pose cette question à une ministre qui est plutôt une copine, en fait, et qui me dit, je vais t'aider au maximum, et donc qui est en train de lire ce que lui a dit son ministère. Et alors, je dis simplement l'effet albédo, c'est-à-dire la réflexion de l'énergie vers l'atmosphère, ça existe depuis toujours, c'est très très efficace, ça ne coûte rien, et c'est beaucoup moins d'entretien que, par exemple, les toits végétalisés. Pourquoi ça ne se fait pas en France? Parce qu'il y a un lobby de l'isolation, voilà, et il y a un lobby aussi de l'étanchéité, pour qui ça ne fait pas ses affaires, parce que ça coûte moins cher, et ça fait durer les produits. Et donc la direction des... Les ABF, ils sont, non, sur les toits blancs terrasses, ils ne sont pas très concernés. Parce qu'en plus, il y a plein d'endroits, donc il y a à peu près 800 millions de mètres carrés qui sont dans le tertiaire, à Pindre-en-Blanc. Donc l'énorme concession que j'ai obtenue, ce n'est pas le fait de considérer les toits blancs comme étant une technique aussi efficace, alternative et autres, c'est simplement de dire qu'elle est aussi éligible à des économies d'impôts qui sont les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est très bien, c'est un vrai pas. Toute l'industrie des toits blancs, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, était super contente parce que ça donne une légitimité à un débouché. Mais c'est juste pour dire, et on le voit sur beaucoup de sujets, on en parlera peut-être concernant l'isolation des bâtiments et autres, qu'à chaque fois, transition veut dire faire différemment. Faire différemment veut dire aussi rendre des solutions accessibles qui remettent en cause des situations, des façons de faire, des traditions, des niches, des industries. Alors, ce qui est valable à petite échelle sur les toits blancs, imaginez-vous pour le véhicule électrique, enfin voilà, on touche des Himalayas importants. Quelques mots sur la circonscription très rapidement. Elle est intéressante sur le plan environnemental parce qu'on est à la fois dans des problématiques complètement urbaines qui sont celles notamment d'une ZFE, d'une zone à faible émission, avec un niveau de saturation, avec un niveau de congestion qui est très fort. Et en même temps, on est dans une circonscription dont 50% de la surface est de la forêt. On l'a vu là. Et ça ne va pas de soi, cette cohabitation entre forêt et ville. Tous nos maires, effectivement, qui sont là, le vivent au quotidien, avec des attentes de la population en termes d'équipement, je dirais, d'entretien, sur des espaces sur lesquels ils n'ont aucun droit, en réalité. Et donc, on a en face une administration de la forêt, une administration d'État nationale, ce qui est très très bien en termes de capacité de gérer une filière. Il vaut mieux une gestion de filière avec un opérateur national, y compris puissant, mais qui en réalité a un modèle économique qui est complètement dépassé. On pourra y revenir. Donc nous, là-dessus, deux choses. C'est d'abord faire évidemment passer les messages au quotidien, notamment aux administrations forestières, de ce qui coince et ce qui ne coince pas. Donc j'ai fait pas mal de discussions avec eux. C'est aussi parler avec le contrôleur général de l'établissement public ONF lui-même, avec les membres du sous-conseil d'administration, pour faire évoluer, et on est en train d'y arriver progressivement, la notion de la conception d'un mode de gestion d'une forêt urbaine. Je pourrais aller dans le détail si vous le souhaitez. Et puis, c'est aussi, à l'occasion de ce que sont toutes ces discussions à l'Assemblée sur le projet de loi climat, sur la question de je dirais, les textes, il y a eu énormément de textes, programmation énergétique et autres, sur l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous concernant? Et je dois dire que le problème qu'on a, au bout de 4 ans, c'est qu'il y a eu énormément de réformes sur les cycles courts, le bio, le recyclage, sur l'éducation à la santé, sur les achats verts par les administrations, sur la lutte contre l'obsolescence programmée, sur l'étiquetage de traçabilité. Énormément de choses qui ont été faites, mais il y a une telle angoisse dans l'opinion publique que finalement, on ne sait jamais si c'est assez ou si ce n'est pas assez. Et quand on est dans un domaine, par exemple dans le social, on sait que, je prends un exemple, domaine des retraites, c'est plutôt pas mal. Il y a encore quelques populations, quelques professions un peu en difficulté.
Dans le domaine, par exemple, je dirais, de la santé, c'est plutôt bien. Il y a un cadre de référence accepté par tous. Mais il n'y a aucun cadre de référence accepté pour l'environnement. C'est-à-dire qu'il y en a qui diront à chaque fois que tu fais jamais assez et qui vont te culpabiliser, et d'autres qui font mais vous me faites déjà très très mal. Donc on est dans une génération qui est une génération assez fondamentale, là, qui sera probablement celle des élus que nous sommes, en bonne partie, celle à qui les enfants diront ben maintenant je suis passé de l'autre côté de la catastrophe, je suis dedans, et qu'as-tu fait? Alors qu'on a essayé de faire, mais il n'y a pas de cadre de référence. Donc comment est-ce qu'on agit? Ben, on multiplie les textes. Auparavant, c'était des textes qui visaient à des programmations à 2030, 2040, 2050. Et là, maintenant, ça se rapproche. Et vous le voyez. Je donne un seul exemple. Interdiction de location des passoires thermiques en 2025. Ça va faire mal. On donne, maintenant, il ne reste plus que 3 ans presque. Donc, ces échéances se rapprochent. Et on a essayé finalement, pendant ces 4 ans, d'accélérer considérablement, je dirais, le moment où ces décisions prégnantes vont faire mal. Vous l'avez par exemple sur les automobiles avec moteur à combustible, vous l'avez sur beaucoup de sujets. C'est toujours dépendant de ce que seront les solutions technologiques. Et à chaque fois, on se fait engueuler, on nous dit c'est pas la bonne techno. À chaque fois. Voilà, il y a une question sur les batteries. Comment vous gérez les batteries dans 30 ans? C'est une très bonne question, j'en sais rien. J'étais sur un comment on appelle ça, un brise-glace pendant 15 jours, qui est allé au pôle Nord, le premier bateau qui est allé au pôle Nord dans l'histoire de France, il y a 15 jours. On a mis les meilleurs de la technologie, c'est-à-dire c'est du GNL en ce moment. Peut-être dans 10 ans, c'est du combustible. On se fait engueuler par les pros de l'hydrogène. On se fait engueuler par les pros de l'hydrogène. On ne sait pas si l'hydrogène sera la meilleure techno. Mais ce qu'on sait effectivement, c'est que toutes ces technologies sont de plus en plus rapidement obsolètes, parce qu'on en voit les effets pervers. Voilà, donc on a donc l'obligation d'avoir 2 outils, l'outil réglementaire, l'outil budgétaire. Par exemple, financement du chemin de fer, on a largement, je dirais, baissé les financements sur l'interrégional, on a remis du paquet sur l'interurbain. Je ne sais pas si vous le savez peut-être, mais il y a à peu près 900 millions d'euros par an sur la zone C, sur la ligne C en ce moment, qui est programmée pour les 10 ans qui viennent. 9 milliards sur 10 ans sur la ligne C. Il faut y aller, quoi. Donc, voilà. Et puis, à côté, il y a comment est-ce qu'on réserve de l'argent sur la transition et sur le choix des bonnes technologies. Et donc, tout le plan de relance, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous, 100 milliards d'euros sur le plan de relance, 40%, c'est de l'investissement pour regarder ce que sont les technologies, et notamment les technologies de transition et d'avenir. Un point par rapport à ça, puis après je serai plutôt sur les questions, c'est la place du nucléaire. Donc je le dis parce que ça a été un sujet et que globalement il n'y a pas d'homogénéité aujourd'hui sur cette question dans l'opinion. Moi je suis de ceux qui pensent que le nucléaire français a eu son heure de gloire. Aujourd'hui technologiquement il est un peu dépassé. On le voit avec le coût de l'EPR, le dérapage des produits. On voit un nouveau nucléaire arriver extrêmement rapidement, comme il y a eu un New Space, un nouveau spatial avec les petites fusées avec SpaceX. Ce nouveau nucléaire, il est beaucoup plus industrialisé potentiellement, il est beaucoup plus petit et modulable, il est moins cher. Je pense que toutes ces révolutions technologiques, toutes ces révolutions numériques qui ont impacté toutes les industries vont impacter le nucléaire. Il ne faut pas qu'on la loupe celle-là. Voilà. Merci. Mais avant de passer aux questions, on va écouter le témoignage de Pascal Canon, qui est maire adjointe à la transition écologique et aux mobilités à Sèvres. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Jacques, tu parlais des enfants. Je voudrais vous faire remarquer qu'il y a un seul dessin dans cette salle d'enfants, c'est ma planète favorite. Je crois que c'est très symptomatique de ce que tu as dit. C'est que voilà, les enfants attendent de nous beaucoup. Alors moi, en quelques mots, je voudrais illustrer comment les villes sont poussées, incitées, voire obligées à avancer sur la transition écologique, et notamment avec tous les textes que tu as évoqués tout à l'heure. Alors, par exemple, tu évoquais la ZFE, la zone à faible émission. Il y a une loi qui est passée en 2019 qui oblige les
collectivités locales à prendre des décisions, des arrêtés pour encadrer, et même interdire à certains moments en tout cas de la semaine, les véhicules les plus polluants à circuler. Il se trouve que d'année en année, c'est de plus en plus stringent. Alors, les premières années, ça va. La première année, à Sèvres, c'était de l'ordre de 5% des véhicules qui étaient concernés. Puis, la dernière décision qu'on a prise, ça touchait 8% de véhicules. Et puis, l'année prochaine, ça va aller au-delà. Et j'anticipe sur la question que je vais te poser tout à l'heure, que je te pose tout de suite, c'est comment arriver à concilier cette exigence écologique, qui, voilà, on ne peut pas contrer cela et c'est majeur, avec l'acceptabilité sociale, la question des personnes qui n'ont pas les moyens forcément de changer de véhicule par exemple, etc. Voilà. Mais je voulais aussi dire un mot d'autres types de décisions que nous sommes amenés à prendre, et c'est une bonne chose. Par exemple, en matière d'énergie, il y a un texte qui est paru, une loi qui a été votée en 2018, et puis il y a des textes d'application qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, qui disent que tout propriétaire d'un bâtiment tertiaire de plus de 1000 m² doit impérativement baisser drastiquement ses consommation d'énergie, moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. 2030, c'est demain. La ville de Sèvres a 17 bâtiments qui sont concernés par une telle réglementation. C'est très bien, ça nécessite voilà, de s'organiser, de prioriser les travaux, ça va nécessiter des moyens. Voilà, c'est une ambition gouvernementale qui s'impose aux collectivités locales et c'est très bien. Je pense qu'on n'aurait pas fait ces efforts à ce point aussi vite s'il n'y avait pas eu des textes comme ça aussi stringents. Et puis un petit clin d'œil aux Chavillois ici et puis aussi à d'autres personnes adhérentes d'une association que j'apprécie particulièrement, qu'on connaît pour beaucoup d'entre nous, qui est installée à Chaville, l'association Espace. Là aussi, tu as évoqué les lois anti-gaspillage, il y a une loi sur l'insertion par l'activité économique. Oui. Voilà, nos villes accompagnent aussi tous ces enjeux de circuits courts, de réemploi, d'agriculture urbaine, qui sont des activités, dans le fond, assez nouvelles, en tout cas pour les villes. Les jardins partagés, les ressourceries, tous ces tiers-lieux deviennent des marqueurs de nos villes, et c'est très bien. Voilà, mais je t'ai déjà posé la question. Voilà. Donc, comment concilier transition écologique et questions sociales? On a pendant longtemps pensé qu'effectivement, le signal prix était peut-être le plus efficace. C'est-à-dire prix du carbone, le prix ou la taxe sur tel ou tel véhicule et autres. Et on s'est rendu compte quand même que le signal prix, il met du temps à agir. Et effectivement, aujourd'hui, on arrive dans de la norme beaucoup plus directement et beaucoup plus dur. Et la ZFE, la zone à faible émission, c'est effectivement une norme, quelque part. Et la norme, eh bien évidemment, tout le monde y est opposé, y est contraint. Je vais vous raconter une toute petite histoire, qui est une histoire ratée, que nous avons eue avec... je vais raconter quand même un échec de la majorité. Voilà, je vais en raconter un. C'est la taxe sur le gasoil de l'été 2018. Qui nous a coûté cher. Parce que c'est en fait la même question. Il y avait quelqu'un qui maintenant est passé dans l'opposition, qui était Mathieu Orphelin, qui était un député de la majorité, et plusieurs députés dont je n'étais pas, mais avec lesquels j'étais associé. Je n'étais pas parce que je ne pouvais pas y consacrer beaucoup de temps, mais avec Mathieu, j'étais dans ce groupe de réflexion, et donc 4 ou 5 députés ont fait un document extrêmement important, en disant, 1, on veut une taxe gasoil, 2, voilà à quoi elle doit ressembler. 3, voici, travaillant avec des acteurs qui font de la géolocalisation et de l'algorithmie, voici les 4,5 millions de personnes qui ne peuvent pas la supporter. Et le dossier était là. Il a été présenté 4 fois à Édouard Philippe pour dire, il faut la faire, mais il faut
du cash, en fait, et ce cash représente, je simplifie à peu près, 20% de ce que va rapporter la taxe sur une base moyenne. Pour des raisons qui sont liées en fait je dirais à l'inertie de l'État, à l'administration, à un choix du politique, on s'est dit à un moment donné, non, c'est pas grave, il faut que le signal prix aille en masse, directement. Boum. Et là, il s'est passé les gilets jaunes. Et c'était d'autant plus dommage qu'en fait, on crée la recette qui permet d'être financée la désensibilisation, quelque part. Et il faut se méfier parce que ce que tu dis est complètement véridique. On peut avoir à travers la ZFE, qui concerne quand même 5,5 millions de personnes en Île-de-France, sur 70 communes environ, on peut avoir une apparition de gilets jaunes complètement sous les radars, quoi. Donc ce n'est pas parce qu'on remplace le prix par la norme que ça change quelque chose. On peut l'avoir sur les chaudières. Alors, ce qu'a fait le gouvernement, c'est des choses très concrètes. Hein. C'est des prêts à taux zéro pour les gens qui sont effectivement dans le secteur. C'est des subventions massives, y compris pour des véhicules d'occasion. Voilà, c'est pas mal de choses comme ça. Moi, je dis simplement, on a vraiment besoin, de mon point de vue, de changer un peu l'approche réglementaire, d'aller sur de l'intelligence artificielle, d'aller sur du collaboratif, de travailler pour le fait de se dire, on va monter la pression maintenant un peu partout, on ne peut pas le faire à l'aveugle. Et quand je regarde ce que sont les études d'impact sur une loi comme celle-ci, elles sont intéressantes parce qu'elles donnent des quartiles et des déciles, mais elles ne sont pas du tout assez précises pour dire comment est-ce que j'accompagne. Donc le mur, il est devant nous. Il est devant nous. Est-ce que c'est finançable ou pas? Moi, je pense que de toute façon, c'est des jeux qui doivent être des jeux, je dirais, à somme nulle. C'est-à-dire qu'on peut, évidemment, on ne peut pas faire supporter à des gens qui ne peuvent pas des coûts énergétiques très importants. En même temps, je vous rappelle que quand il y a une hausse, comme en ce moment, du coût de l'énergie, et quand on parle du chèque énergie de 100 € pour, je ne sais plus combien, 4 millions de personnes, et bien quand l'énergie monte, il y a de la TIPP, il y a de la TVA, etc. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus oublier que l'État lui-même est hétérogène. Il y a d'un côté celui qui se dit c'est super, hop, je récupère dans ma fiscalité à Bercy quelque chose, et le dépensier qui se fait mal voir parce qu'il fait de la prime à tout va, quoi. Donc voilà, on est dans des situations où l'État est, de mon point de vue, pas encore adapté, et c'est là où je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la réforme de l'État, elle reste à faire. Alors, on va maintenant donner la parole peut-être aux questions qui ont été posées dans le cadre du Typeform. Est-ce que Marc Boudier est là? Voilà. Donc, on va vous tendre le micro. Question sur quoi? Rappelle-lui. Mais rappelle-lui. La question, c'était comment concilier respect de l'environnement sans compromettre la croissance. Et puis, il y avait également une question sur le productivisme et les forêts. Mais je vous laisse poser votre question, monsieur. Allez-y. D'accord, j'ai raté ma première question, mais je crois que je m'en souviens. J'ai commencé par la seconde, qui concerne un point qu'a abordé notre député, c'est la gestion par l'ONF. Cela fait quand même quelques années, on s'aperçoit qu'il y a dans nos villes, ici, énormément de coupes, dont certaines sont des coupes à blanc. Et qu'on a l'impression qu'on gère plus par un souci de productivisme, avec un ONF qui a besoin d'équilibrer ses comptes, que par un souci de gérer la forêt. Bien sûr, il faut faire des coupes, mais peut-être pas n'importe où. Et le problème qu'on a, c'est que quand on s'adresse à des élus sur ce sujet-là, vous l'avez dit tout à l'heure, aucun ne semble compétent. On vous explique, ben, c'est pas nous. Il me semble quand même qu'un dialogue que vous avez commencé à engager avec les responsables de l'ONF peut porter des fruits. Je pense que d'ailleurs, depuis quelque temps, il y a peut-être moins d'abus. Est-ce que vous pouvez nous donner quelque espoir sur le fait qu'on va quand même faire évoluer cette situation de telle façon que, bien sûr, gestion des forêts, mais faire attention quand même, je pense à quelques sites qui ont été vraiment massacrés, avec une mesure qui s'impose dans des zones extrêmement boisées, mais qui attire énormément de monde. On comprend pourquoi. En fait, c'est un sujet qui est plus compliqué qu'il n'en a l'air, la question des forêts, parce que alors il y a des sachants ici scientifiques, mais je vais le dire avec mes mots. Les attentes qu'ont les riverains par rapport aux forêts
sont sur des niveaux de service que des forêts normales ne sont pas à même de remplir. Donc il faut savoir si on veut des parcs ou des forêts. Ça, c'est déjà le premier point. Et effectivement, si on veut des parcs, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas non plus le même coût, c'est pas le même renouvellement, ni même la même biodiversité. Donc si on veut de la forêt, il faut accepter effectivement une forme de, je dirais, de laisser aller, je dirais, voilà, propre à la biodiversité. Et donc, il y a besoin d'abord d'une éducation à la forêt. Qu'est-ce que c'est qu'une forêt qui est effectivement bien entretenue, mal entretenue? C'est extrêmement difficile de décrypter la qualité de gestion de la forêt pour un promeneur. C'est extrêmement compliqué. Enfin, je le sais pour avoir justement fait ces promenades commentées et m'être rendu compte que je passais dans des endroits qui étaient complètement morts et que je croyais extrêmement jolis. Voilà. Donc on m'a montré pourquoi c'était mort. Donc ça, c'est compliqué. Deuxième point, ce qui est intéressant pour nous, c'est effectivement ce fait que cette forêt est un enjeu économique et social majeur et qu'on n'en tire pas les conséquences. Je prends un exemple. Si vous avez le prix du mètre carré qui est celui qu'il est effectivement à Vaucresson, à Marne ou ici, c'est probablement grâce à la forêt. Et donc cette forêt, elle apporte une valeur économique extrêmement forte, une valeur fiscale extrêmement forte. Et donc elle crée finalement une solvabilité, même si les maires vont râler quand je dis ça, mais parce qu'ils vont avoir plus de taxes, plus de fiscalité grâce à la forêt. Et en fait, ils ne lui rendront rien à la forêt, du point de vue financier. C'est-à-dire qu'il y a 50% de votre espace, messieurs et mesdames les élus, qui en fait vous rapportent indirectement de la taxe, mais qui ne vous coûte absolument rien. Donc il y a peut-être quelque chose à se dire qui coûte un petit peu, parce qu'on cofinance ici ou là. Véronique aura l'occasion de réagir vivement dans quelques instants. Nous avons, quand on regarde un petit peu avec l'ONF, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, évidemment, d'abord, vous avez raison, les coupes rases, c'est fini. On fait maintenant une nouvelle type de gestion avec des auteurs différenciés depuis 2017. Ça ne se voit pas encore beaucoup, voilà, et ça prendra du temps. Nous disent, deuxièmement, ça coûte très cher. Vos forêts coûtent très cher parce qu'elles sont toujours en lisière. Et on a, par exemple, des centaines de milliers d'euros chaque année pour faire des coupes de sécurité et qui ne nous rapportent rien. En gros, une coupe de sécurité, c'est mettre en sécurité un chemin, il y en a partout, ou une lisière, il y en a partout. Il y a très peu de gros massifs. Et ça globalement, le prix du bois, c'est 10% du prix de la coupe. En gros, dans ce type de coupe. Puis troisièmement, ils disent aussi, ce n'est pas que pour la promenade, c'est pour la biodiversité, les captages d'eau, etc. Donc on a besoin nous-mêmes de convaincre l'utilisateur qu'il n'est pas seul à utiliser. Il n'y a pas que le promeneur, il y a l'ensemble de la biosphère et des gens qui respirent l'oxygène de la forêt. Nous, alors maintenant, sur le plan politique, moi je vois un vrai problème. C'est que, d'abord, c'est un établissement qui est extrêmement mal géré du point de vue de ses statuts. Il est enfermé dans le... C'est un EPIC qui est géré... Oui, qui est géré comme un établissement public administratif, qui est soumis à cause de Bercy, alors que ce n'est pas obligatoire, à la comptabilité et à des emplois publics. Et qui donc est dans une situation dans laquelle le fait de sous-traiter pose un problème syndical. Alors même que parfois l'ONF peut être mieux en pilotage qu'en gestion directe. Donc il y a un problème de statut qui est énorme. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est le rapport au territoire. Voilà. J'évoquais quand même le premier parce que je pousse comme un malade avec le contrôleur général et avec Bercy pour changer, je simplifie, c'est trésor contre budget, voilà, pour faire changer la gouvernance financière de l'établissement. Mais le deuxième sujet qui nous concerne le plus, c'est le rapport aux élus et le rapport au territoire. Ce que je pense, c'est que dans les forêts périurbaines, dans lesquelles les communes autour des forêts sont complètement solvables et pour lesquelles c'est un intérêt majeur, eh bien, il faut changer la gouvernance. Il faut que cette forêt soit gérée de façon contractualisée, avec l'ONF peut-être comme propriétaire au sens domanial du terme, mais pas comme responsable de la, je dirais, de la conception de la gestion de la forêt, et que l'ONF soit aussi opérateur, mais sur la base d'un cahier des charges et d'une prescription qui soit plus que négociée, qui soit validée par les collectivités locales. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai eu pas mal l'occasion de pousser. Ce n'est pas tout à fait consensuel, mais ça répond à pas mal de sujets. Ça veut dire un peu de sous de la part des collectivités, mais quand vous comparez le coût que représente une forêt par rapport au coût du mètre carré d'entretien d'un parc public ou d'un jardin, on est dans un rapport même pas de 1 à 100, ça n'a absolument rien à voir. Et donc,
Ce que nous dit, par exemple, pour vous donner une espèce de point de comparaison, la gestion de l'ensemble du massif forestier de Meudon, la forêt de Meudon et de Fos-Repose, ça se gère à 2 millions d'euros sans aucun problème, avec un niveau d'exigence bien supérieur. Ben, je pense que 2 millions d'euros, ce n'est pas un sujet pour GPSO. Alors, on va donner la parole au public. Il y a eu un projet il y a quelques années de confier la forêt domaniale au département. Où est-ce que ça en est? Non, il y a pas ce projet n'existe pas. Donc, il a peut-être été évoqué, mais il n'y avait pas de projet concret aujourd'hui. Madame Jacqueline, maire de Vaucresson, voudrait intervenir. Merci. Effectivement, je suis tout à fait d'accord sur une gestion différente des forêts périurbaines. Le principe, je trouve qu'il y a une démarche à faire qui serait d'établir ce statut. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, statut, hein, parce qu'il y a vite des connotations juridiques, mais d'avoir donc le statut de forêt périurbaine. Et si on établissait ce statut, il y aurait un cahier des charges qui serait lié avec des normes de gestion, etc., qui simplifieraient. Parce qu'en fait, l'ONF a amélioré ses pratiques depuis quelques années, mais on reste dans du au coup par coup, et en fait, c'est l'ONF qui décide toujours de ce qu'ils veulent faire, là où ils veulent faire, comment ils taillent, et voilà. Donc ils disent qu'ils améliorent la communication, mais globalement, les communes reçoivent un communiqué au max une semaine, voire quelques jours avant le début des coupes. Et on n'est plus là que pour avertir la population qu'il y aura des coupes, mais voilà, l'implication, elle s'arrête là. Et ça, c'est vraiment une difficulté. Moi, je compte, j'ai déjà dit dans d'autres réunions, depuis déjà plus d'1 an ou 2 ans, c'est de mettre en place ce statut de forêt périurbaine. Et ce qui ressort aussi, c'est que quand on va dans des réunions, où on retrouve un peu toujours les mêmes maires des communes environnantes, et certains sont très motivés, tout le monde dit on veut bien participer à la gestion de ces forêts, puisque de fait, si ça doit servir entre guillemets de parc de loisirs, de lieux de biodiversité pour nos habitants, il est évidemment logique que l'on participe. Mais en fait, alors il y a une convention là qui a déjà été établie et qui se renouvelle là cette année entre l'ONF, la métropole du Grand Paris et la DRIAF, je crois bien, qui met cette fois-ci un budget d'1 million d'euros pour l'ensemble des forêts périurbaines. On va dire que c'est mieux, évidemment c'est pas suffisant. Cela dit, il y a aussi des forêts, et entre autres à GPSO, où à la fois GPSO et des communes participent aussi quand elles demandent des travaux. Mais on va dire que tout ça voilà, progresse, mais c'est trop au coup par coup, selon le bon vouloir, et c'est pas très établi. Et donc de fait, il faut vraiment, je trouve, monsieur le député, pousser pour avoir un statut différent de ces forêts périurbaines et mettre les choses autour de la table. Alors, effectivement, est-ce que ça doit revenir au département? Est-ce que ça doit revenir, je ne sais pas, voilà, à une entité ou une autre? De toute façon, plus en proximité, c'est sûr. Mais tout le monde est d'accord pour se dire, si on veut utiliser ces forêts, il faut aider à leur financement. Et que ça ne dépende pas d'un flou. Mais sur ce sujet, l'ONF n'est pas très criant. Hein. Voilà. Alors, on est un... Non, ça ne marche pas. C'est là. Voilà. Ouais. On est un petit peu en retard. Donc, si c'était possible d'intervenir rapidement, vous aviez une question, monsieur. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de congestion en parlant de notre région. Vous avez indiqué aussi qu'il y avait des fonds qui étaient pour le transport régional. Vous avez donné comme chiffre que nous étions le 2e département qui avait été touché par le Covid, la Covid. Troisième. Et parallèlement à cela, on voit aussi une densification de l'urbanisation de plus en plus forte. Donc la question que je me pose, c'est effectivement, ne va-t-on pas, ne serait-ce pas un cercle un peu vicieux où effectivement on essaye de densifier pour éviter peut-être le mitage du monde rural, etc., etc. Du coup, on a des infrastructures de plus en plus lourdes et peut-être aussi une vulnérabilité de notre société qui va augmenter
face à des risques naturels ou autres. Et la qualité de vie aussi qui se dégrade avec la densification. Alors, c'est vrai, vous mettez un point sur, là aussi, sur, je dirais, un échec quelque part de la majorité sur ces 4 dernières années concernant la vision qu'on a sur l'organisation du Grand Paris. Je le dis, il faut assumer, hein, là où on a travaillé et là où on n'a pas réussi. Pourquoi échec? Parce qu'effectivement, il y avait besoin à la fois d'une réforme territoriale, c'est trop compliqué, tout le monde le dit, puis il y avait aussi besoin d'une vision métropolitaine qui est portée par un acteur. Voilà. Et ça n'a pas été jusqu'au bout. La raison, je pense qu'elle s'explique assez simplement, c'est l'absence totale de consensus et de fait le faible rôle de la majorité dans la gestion du territoire d'Île-de-France. Donc quand on a globalement que des gens qui s'engueulent et qu'en soi-même on ne peut pas directement embarquer une bonne partie, on n'y arrive pas. Ou alors on ne prend pas le risque politique de le faire. Ça n'a pas été choisi. Voilà. Ceci dit, quelle est la vision que nous portons malgré tout dans ce contexte? C'est une vision qui est moins pariso-centrée justement que ce qu'étaient effectivement les visions de l'État jusqu'à maintenant. Si je peux dire, il y avait quand même cette tendance à une vision très concentrique, je vais être très caricatural, de Paris qui s'étend en tache d'huile et qui effectivement fait en sorte que la petite couronne a vocation à être absorbée, si ce n'est pas sur le plan, je dirais, administratif, c'est sur le plan urbanistique, et la deuxième couronne devient la première couronne, etc. Donc ça, cette espèce de vision, qui est un peu celle de la loi Duflot, est quelque chose qui finalement a mis en stress pas mal les élus et nos communes. Et ce que nous aurions aimé faire passer comme idée, mais je pense qu'on ne pourra pas se permettre de faire un deuxième quinquennat éventuellement si le peuple français le souhaite, sans traiter ce sujet, même si on n'a pas fait de catastrophe parce qu'on a gardé effectivement le Grand Paris Express comme étant l'axe structurant. Mais l'idée était quand même de se dire, dans la vision de l'agglomération, c'est peut-être parce que la question de Paris est peut-être politiquement très dominante, mais il faut avoir une vision de l'Île-de-France multipolaire, dans lequel des grands pôles, qui sont en fait les grandes zones d'habitation qu'on connaît, aient la capacité d'être beaucoup plus développées dans leur diversité d'activités que ce l'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des cités dortoirs énormes dans certains endroits, et puis des zones d'activité, et vous n'avez pas forcément d'ailleurs dans les cités dortoirs des activités culturelles et autres. Et donc ce projet, en réalité, qui est d'il y a très longtemps, qui s'appelait Ville Nouvelle il y a 40 ans, qui était de faire des pôles d'équilibre, en fait, ça a été des pôles de spécialité, quelque part. Et donc, si on veut redonner une espèce d'équilibre et une envie d'oxygène au sein de l'Île-de-France, on peut regarder ce qui a été fait pendant la campagne pour la régionale, de la part d'une liste qui n'a pas eu un énorme succès, mais qui avait quand même pas mal travaillé, c'est-à-dire repenser cette multipolarité, ne pas tout concentrer en tache d'huile autour de Paris, et faire en sorte que, d'ailleurs, ce que nous vivons assez, nous, dans nos communes, on peut tout à fait vivre en autonomie, sans aller à Paris, avec notamment Vélizy et Boulogne, hein, concrètement. Bon, ça c'est pour notre territoire. Je ne suis pas sûr, pour terminer, je ne suis pas sûr qu'on puisse arriver à mettre tout le monde d'accord sur ce genre de choses. À un moment donné, il faut prendre un risque politique.